Europe 1 présente Séverin Naudet, le patron de l'Open Data Public Etalab, est notre invité ce soir dans Petit Stream. Et juste avant cette coupure, Hélène Favier s'apprêtait à poser une question déterminante sur la question du prix. Voilà, parce que vous êtes 6-7 dans les bureaux de Matignon. Et je voulais savoir combien déjà ça coûtait, tout ça, l'open data. Vous voulez dire combien de nous on coûte? Oh non. Le projet, globalement. Pas 7 malheureux geeks perdus dans les services de l'État, on va pas leur demander leur salaire, non. Mais si vous voulez nous le donner. Non, mais le budget alloué, c'est quoi? Non, par contre, quel est l'investissement? Ou c'est un affichage à destination d'une population jeune? Vous m'aurez rien. C'est bien que ça vous fasse rire, mais vous m'aurez rien épargné. Non, mais c'est une question qui se pose évidemment. Combien ça coûte non, ça n'est pas de la communication. Combien ça coûte? Ça n'est pas de la communication politique, c'est un véritable engagement du gouvernement. Alors, combien ça coûte? Je vais vous le dire extrêmement précisément. Et ne me dites pas que c'est de la langue de bois, c'est juste qu'il y a un caractère technique derrière. Pour l'instant, ça y ressemble. Non, vous allez voir. Il n'y a pas de préjugés comme ça. Non, on va la base, le minimum que l'on va dépenser pour la création et le développement de data.gouv.fr, c'est 250 000 €. Et ensuite, comme notre méthode, qui est assez révolutionnaire pour une administration, est itérative, on utilise ce qu'on appelle les méthodes agiles, et qu'on va développer le portail brique par brique. À chaque fois qu'on développera une brique nouvelle, elle aura un coût qui viendra s'additionner à cette base de 250 000 €, ce qui veut dire que j'ai les moyens de le faire et je ferai un point à la fin au milieu d'année et à la fin de l'année pour dire, et je suis prêt à revenir ici le dire quand vous voulez, combien on aura dépensé pour le faire. D'accord. Vous avez été installé à un moment donné où François Fillon demandait à ses ministres de réduire ses équipes, etc. etc. Vous êtes 7 à être embauchés d'un seul coup. Alors, c'était pas un peu dur d'arriver comme ça? Écoutez, je vous assure que si on trouve que 7 c'est trop, moi je suis prêt à accueillir qui veut venir voir notre emploi du temps et notre masse de travail quotidienne pour recenser l'ensemble des données de l'État, développer le portail qui les mettra en ligne et ensuite participer à l'ensemble des activités de la communauté, faire la pédagogie, aller en Europe, porter la parole de la France, etc. etc., etc. Et tout ça, je vous assure que 7 c'est pas trop. Avant décembre? 6 mois avant l'élection présidentielle? Non. Ah. Non. En décembre, on va mettre en ligne une version bêta. Une première version du portail qui ne sera pas terminée, qui ne sera pas définitive, qui sera enrichie au fur et à mesure. Et ma mission dure 3 ans. Vous irez jusqu'au bout? J'espère bien. Sauf si ça plante en décembre. Sauf si on me vire d'ici là pour plein de raisons. Mais arrêtez de me souhaiter que ça plante en décembre. Vous êtes incroyable. Ça fait déjà 3 fois depuis le début de l'émission. Vous regrettez Dailymotion parfois ou pas? Je regrette jamais rien dans la vie d'une manière générale. Comment vous voyez la réussite idéale de la mission qui vous est donnée dans 10 ans? C'est-à-dire que la technologie a essaimé, les esprits à la RATP, au gouvernement sont plus ouverts, plus éclairés. Qu'est-ce que vous aimeriez que dans 10 ans on dise de l'open data? Non pas de votre boulot, mais vous aimeriez voir une France comment? Une France administrative comment? Une France ouverte. Je déconne comme ça, mais de temps en temps, je fais attention. C'est très sérieux. Moi, je crois que la structure de l'État en France s'est trop souvent heurtée à celle de la société du numérique, qui est horizontale et décentralisée, alors que notre structure administrative en France est pyramidale. Et j'espère que l'open data, l'ouverture et la réutilisation des données publiques va changer ça. Je pense que ça, c'est une première chose. Mais concrètement, vous avez envie de quoi? C'est quoi votre fantasme technologique sur cette question-là? Je ne sais pas s'il est technologique. Mon fantasme, c'est que le débat public en France soit éclairé par des données objectives.
et qu'on arrête de raconter n'importe quoi. Que nos responsables politiques, qui soient dans l'opposition ou qui soient au gouvernement, puissent échanger sur la base de données objectives, réelles, et qu'on ait un débat public qui soit de meilleure qualité, que les services publics soient de meilleure qualité parce qu'on pourra les évaluer, parce que on aura fait la transparence. Voilà. Moi, je crois que ça sera un bienfait pour la société. Et je pense que cette ère des données dans laquelle nous rentrons, qui sont partout, hein, c'est pas uniquement l'ouverture des données publiques, c'est aussi les données privées. Je pense que ça peut changer beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous entendez par les données Ça privées ? va changer beaucoup de choses. Tout de suite, c'est plus inquiétant quand vous partez sur les données. Ah, mon siège vient de baisser Oui, d'un vous mètre. êtes en train de Non, mais quand vous faites pas dire ce que vous n'avez pas dit, mais quand vous dites ça va concerner aussi les données privées, vous voulez dire quoi ? Parce que je pense que y a un portable qui sonne, je crois que c'est le mien. Parce que je pense que pour avoir un juste paysage économique dans lequel tout le monde puisse faire des investissements en confiance, il faut que un certain nombre de données soient plus ouvertes. Sur l'aspect emploi, qu'est-ce que l'open data peut proposer ? Puisque finalement, c'est le problème central. On a un problème éducatif et puis on a un chômage structurel. Est-ce que l'open data peut faciliter le croisement de l'offre et de la demande ? Moi, ce que je crois, c'est que l'économie numérique crée beaucoup d'emplois et que l'ouverture des données publiques va permettre la création de beaucoup de projets, d'entreprises, ou de permettre d'avoir plus d'activités à certaines entreprises qui existent déjà, et que donc ça va créer des emplois. La Commission européenne a rendu récemment une étude, elle évalue, il faut toujours faire attention avec les chiffres, mais elle évalue entre 20 et 40 milliards d'euros le marché de la réutilisation des données en Europe. Voilà, c'est considérable. Autre question, l'open data, c'est l'État qui ouvre ces données publiques aux citoyens. Est-ce que comment ça marche dans l'autre sens ? C'est-à-dire quand un service public demande aux citoyens de mutualiser des données, alors qu'on appelle privées, mais qui n'engagent pas la vie intime ou la vie privée. Mais est-ce que ça marche dans l'autre sens ? C'est-à-dire de comprendre la question. Alors je recommence, je reformule. Je suis l'administration fiscale, je mets en ligne un certain nombre de données que j'ai, statistiques, etc. Est-ce que ça peut marcher dans l'autre sens ? Est-ce qu'on peut demander aux citoyens de mutualiser des données qui les concernent de manière à ce que si tout le monde le fait, on ait d'autres types de statistiques et d'informations ? Comme un recensement numérique, par exemple. Voilà. Je suis toujours pas absolument certain de comprendre. Ça peut pas être des données personnelles. Non, ça peut être des sondages, ça sur peut votre être. Foyer, Est-ce que l'open data, qui, comme disait Jonathan, c'est pyramidal, ça part du haut et ça descend vers le bas. Est-ce qu'on peut imaginer que le bas mette à disposition des données ? Ça se fait ou ça se fait pas ? C'est peut-être une question complètement ridicule, j'en sais rien. Non, je me permettrais pas de dire mais ça. Mais attendez, on vous bat chasser comme ça, vous pouvez y aller. Non, mais simplement, si ça peut pas être des données publiques, parce que par définition et par essence, les données publiques, elles sont produites par les. Je vous donne un exemple. Allociné. Allociné. Vous allez voir un film, vous mettez vous allez voir un film, vous mettez en ligne ce que vous en avez pensé. Si vous êtes 100 000 à avoir mis en ligne ce que vous avez pensé du film, ça fait une info. C'est pas une donnée. Alors, ça peut être une donnée si vous avez répondu à un sondage, si vous avez mis 1 étoile ou 5 étoiles. Oui, mais si vous avez répondu à un sondage, ça appartient à la société qui a produit le sondage. D'accord, mais imaginons que l'État utilise cette technologie pour sonder, pour mettre en place des politiques publiques ou pour récupérer des données qu'il a traditionnellement du mal à avoir. Je sais pas, pensons à la discrimination positive, pensons aux statistiques de la diversité, des choses comme ça. Est-ce que c'est dans la logique de l'open data où l'open data ne peut concerner qu'une organisation qui a des données et qui les met à disposition ? Oui, d'habitude, je vais retraduire votre question. Je crois qu'en réalité... Je suis assez compliqué. Vous me dites, si l'administration, les services publics se mettent à fabriquer de nouvelles données qu'ils ne fabriquent pas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils collectent de nouvelles données, est-ce qu'ils vont les mettre à disposition ? Oui, par définition, puisque ce sont des données publiques, puisque c'est les services publics qui les auront collectées, donc ils auront produit un certain nombre de données. Ce qui compte, c'est qui collecte.
Si c'est une entreprise privée, vous pouvez rien en faire. Si c'est l'État au sens large, vous pouvez en faire quelque Si chose. c'est une entreprise privée, c'est ça, juste pour résumer. c'est à elle de choisir si elle les met à disposition du reste du monde. Moi, j'ai une question juste beaucoup plus simple pour enchaîner. Après, je te laisse la parole sur WikiLeaks, parce qu'on voit quand même, en termes de culture... On n'a pas beaucoup parlé de ce que sont exactement les données de leur utilisation, je le dis. Mais... il nous reste encore un petit peu de temps. On va faire un petit détour par WikiLeaks, simplement savoir si culturellement, c'est quelque chose que vous comprenez. Même si, évidemment, vous allez nous dire que ça pose beaucoup de questions. Mais quel mot vous mettriez pour décrire WikiLeaks ? Quel mot je mettrais pour décrire WikiLeaks ? Est-ce que c'est de l'open data sauvage ? Sauvage, illégal, probablement aussi. Mais vous mettriez les mots de transparence, les mots que vous pouviez appliquer tout à l'heure à l'open data gouvernemental ? Je vais vous dire, je comprends très bien que dans la société dans laquelle nous sommes, dans la société numérique, les nouveaux usages créent de nouvelles exigences et appellent à une nouvelle gouvernance. Et je pense que l'ouverture des données publiques est une réponse, c'est un nouveau type de gouvernance. Et c'est voilà, c'est la seule chose que je peux vous répondre. Voilà. Moi, je voulais revenir sur la dimension, je reviens à la charge, sur la dimension politique de ce projet, parce que voilà, il y a des projets dans le numérique qui sont assez lourds à porter pour le gouvernement. L'open data, c'est hyper populaire. On a l'impression que voilà, l'UMP veut se refaire sur le numérique avec ce projet d'open data 6 mois avant la présidentielle. Ma chère Hélène, d'abord, la politique, c'est la vie de la cité. Alors, si c'est politique parce que c'est la vie de la cité, oui, évidemment, tout est politique. Si vous voulez, on peut dire politicien, mais ça va vous braquer l'entrée, quoi. Non. Vous avez vu que je me suis pas beaucoup braqué. Vous avez que quelques mois pour construire ce dossier. Il faut qu'il soit sorti en décembre, la première version. On sent qu'il y a une espèce d'urgence à faire et à faire vite pour que ce soit là avant la présidentielle, quoi. Non, c'est votre sentiment ou votre interprétation, mais c'est pas la réalité. La réalité, c'est que moi, la première réunion que j'ai faite sur le sujet, c'était le 4 août 2009. Je sais pas si c'est un symbole ou pas, mais voilà. Une nuit. Donc c'était déjà il y a un moment. Après, parfois, on peut nous avoir reproché d'avoir pris un peu de temps pour le mettre en place et le commencer. L'essentiel, c'est qu'on le fasse. Il y a beaucoup de gens qui me disent tous les jours qu'on va pas assez vite et qu'on est en retard. Alors, voilà. Moi, en tout cas, ma seule intention, c'est de le faire bien et de le faire et de répondre à une ambition qui est l'ambition de la France pour être au même niveau que nos grands voisins, que d'autres grandes démocraties, les États-Unis, l'Angleterre, le nord de l'Europe, le Commonwealth, l'Espagne, voilà. Mais vous avez quand même, vous êtes conscient du fait que le gouvernement français sur toutes ces questions-là est beaucoup moins crédible dans le regard de ses concitoyens qu'en Angleterre, qu'aux États-Unis, que dans des démocraties du nord de l'Europe. Vous vous rendez compte quand même du défi Et puis pour finir sur la question précédente, s'il fallait arrêter de tout faire et ne rien faire parce que c'était la fin du quinquennat, vous me le reprocheriez aussi. Ça c'est donc, super sarkozyste. Mais non, c'est président jusqu'au bout. Mais non, c'est normal. Vous vous rendez compte du déficit quand même de crédibilité sur les questions numériques quand même. On revient là-dessus parce que peut-être que je dis pas du tout que c'est quelque chose que vous avez à l'esprit au quotidien, mais simplement il y a des choses qui vous dépassent et notamment ça. Non mais c'est vrai, sur tous les dossiers numériques qui ont été ouverts, comme disait Hélène, il n'y a pas de réussite flagrante. Vous allez me prendre pour un fou, je vais vous tendre une perche. Je pense qu'on a montré avec l'IG8 Forum que ce n'était pas le cas. Mais ce petit sourire derrière décrédibilise la grande conviction qu'il y avait dans plutôt votre un phrase. rassemblement. Mais non, parce qu'il attend une correction. Mais non, parce que je vous connais et pas. parce que je sais ce que vous allez me répondre. Vous disiez tout à l'heure, quand vous n'avez pas posé la question, c'est quoi les données, comment ça marche, etc. Moi, je vous la pose, puisque vous n'êtes pas allé au bout de l'explication technique. Vous avez fait ce reproche il y a 3 minutes. Oui. De toute façon, je vois pas où vous voulez en venir, parce que l'essentiel, c'est qu'on le fasse. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que je dis que c'est pas ce qui justifie votre travail au quotidien. Je dis simplement, est-ce que vous êtes conscient, puisque vous faites partie, vous êtes conseiller à Matignon quand même, donc je pense que ça vous intéresse un petit peu. Non, je ne suis plus conseiller à Matignon. Vous avez été pendant de longues années conseiller à Matignon. Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que c'est vrai que parfois, dans ce pays, on a une culture d'ingénieur, alors qu'on a privilégié pendant des années l'infrastructure. Ce qui fait que d'ailleurs, de ce point de vue-là, on n'est pas en retard, c'est le moins qu'on puisse dire. Par ailleurs, en Europe, on n'est pas non plus totalement en retard par rapport à un certain nombre d'autres pays, et notamment dans les usages. C'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est vrai aussi
que parfois ceux qui fabriquent des services sont considérés comme des saltimbanques. Moi, étant moi-même un saltimbanque, ça ne me dérange pas, mais parfois on néglige les services aux dépens de cette vieille culture du plan. Cette culture française du plan, on fait de la planification. Voilà. Bon. Et donc, si on parle des services, et pour répondre à la question de David, je peux donner un certain nombre d'exemples. Il y a le recovery.gov aux États-Unis, c'est la carte extrêmement précise du plan de relance où on va descendre État par État, ville par ville, rue par rue. On va trouver les projets qui ont bénéficié d'$1 du plan de relance, combien d'emplois ils ont créés, dans quel domaine ils sont. Et ça, c'est la justification de l'État vis-à-vis de ses citoyens des dépenses de ses dépenses. Ça existe aussi en Angleterre. Il y a eu une application qui a été... Alors ça, c'était fabriqué par le gouvernement américain après avoir mis en ligne les données. Et en Angleterre, par exemple... Une application sur la sécurité, il me semble. Oui, aussi. En Angleterre, il y a eu beaucoup de choses. Il y a Where My Money Goes, qui a été fabriqué par l'Open Knowledge Foundation, qui est donc une fondation non gouvernementale, qui a repris les données budgétaires de l'État, et l'application permet de voir aux Britanniques de voir comment sont dépensés leurs... René Dosière 2.0. Voilà. Oui. Et ça a été mis en ligne et en avant sur le data.gov.uk parce que l'application était très belle. Voilà. Une question, comment cette idée de l'open data est remontée petit à petit dans les couloirs de Matignon, au sommet de l'État, et qui un jour, quel politique s'est dit, il faut qu'on fasse ce truc-là. Comment ça s'est passé? Parce qu'on sait qu'une décision de politique publique, c'est compliqué à prendre. Vous nous faites en une minute la genèse? Oui, c'est très simple. À la fois, Nathalie Kosciusko-Morizet était en voyage aux États-Unis au moment de l'ouverture du data.gov américain. Quelle année? On est en 2008, je crois, fin 2008, début 2009. Elle y assiste, elle va à Washington, elle rencontre les équipes, elle rentre à Paris et elle dit c'est génial, il faut absolument le faire. Par ailleurs, moi j'avais vu émerger le mouvement de l'open data avec un certain nombre d'amis qui suivent beaucoup ces sujets-là, et on en a parlé très vite, et après effectivement ça prend le temps de la décision publique, mais voilà, en gros c'est ça. Sinon, le PS a fait des projets hier, enfin des propositions sur le numérique hier et aujourd'hui, ce soir. Vous en avez pensé quoi, vous, des propositions pour l'avenir numérique de la France, du PS? Les propositions du PS, oui. J'ai mal entendu. Je ne suis pas sûr de les avoir toutes lues. Moi, j'ai vu le rapport d'information de parlementaires du Parti Socialiste qui traitait notamment des données publiques. J'ai noté avec plaisir qu'il disait qu'on allait dans la bonne direction. Ils veulent aussi abroger Adopi, ce genre de choses. Vous partagez ça? Non, mais moi je vais pas. Non, alors je vais pas faire de commentaires sur des sujets dont je n'ai pas la compétence aujourd'hui. Vous êtes tenu par un devoir de réserve. Vous vous sentez fonctionnaire dans l'âme? Enfin, dans l'âme, dans la position, si vous voulez. Il y a un devoir de réserve dans votre situation. Bien sûr, nécessairement, évidemment, bien sûr. Ah oui, je peux pas, bien sûr, évidemment. Vous pouvez pas dire, par exemple, que transparence sur vos convictions. Mais si vous pouviez arrêter de me couper la parole, les questions sont interminables. Mais par exemple, vous parliez de NKM tout à l'heure. Est-ce que vous pensez qu'elle peut être Premier ministre un jour ou présidentiable, ou c'est des choses que vous vous interdisez de commenter? Tout à fait. Voilà. Vous faites partie de Jonathan, je vous en prie. Pardon? Vous faites partie du think tank de NKM? Je ne fais partie d'aucun think tank. Et vous ferez quoi si, par hasard, votre mission c'est 3 ans, c'est ça? Ouais. Vous voyez continuer sur ce type de dossier, ou vous pensez réembrasser la vie professionnelle dans le privé un jour? Ça va peut-être rejoindre Nada Surf. Non, mais je sais pas, vous projetez un peu parfois quand même. Non, c'est jour le jour? Oui. Heure par heure? Oui, à pied à l'arrêt. Voire à la bidette, quoi. Oui, alors si vous voyez la densité de mon quotidien, honnêtement, non. Vous avez été séduit par ce monde qui est forcément différent de celui de Dailymotion, sous les toits, la création? Non, mais moi, j'ai été souvent à la frontière des deux, ou entre les deux, et j'ai toujours fait les choses par passion. J'ai énormément de chance. Je n'ai jamais travaillé. J'ai toujours fait des choses qui me passionnaient. Voilà. Eh bien, on va passer aux questions posées sur Twitter. Il y en a quelques-unes. C'est parti.